Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire consacré à la présentation de notre 8e édition de l'Observatoire du management d'Oasis Mobilisation. Donc, je me présente, je suis David Destock et j'ai le plaisir d'animer et de manager par ailleurs l'équipe d'Oasis Mobilisation au sein du groupe Oasis et compagnie. Donc, structure que j'ai cofondée en 2010 avec plusieurs de mes collègues, dont d'ailleurs un des intervenants ici présent, Bertrand Sanson. Donc, nous sommes ravis tous les trois, et je laisserai mes collègues se présenter dans quelques secondes, de pouvoir vous accueillir pour vous présenter cette année une étude quelque peu inédite, dans un contexte inédit, une étude qui nous permettra, vous allez le voir d'ici quelques minutes, de parcourir et de découvrir surtout le ressenti et le vécu des managers et de leurs équipes qui ont été grandement chahutés depuis 1 an et demi, qui ont vécu des défis souvent inédits, que ce soit le télétravail, que ce soit l'activité partielle ou d'autres aspects liés à ces nouveaux modes de fonctionnement hybrides dont on parle beaucoup, vous allez voir. Ce sera aussi l'occasion, vous le verrez pendant cette étude, de faire un arrêt sur image sur les conditions du rebond et de la reprise, parce que nous nous sommes beaucoup intéressés à des sujets portés par certains de nos amis, notamment je pense à la Ligue des optimistes de France, et donc nous avons interrogé les équipes de management, bien évidemment, sur ces sujets de capacité et de confiance en l'avenir. Sans plus attendre, donc je vais laisser la parole à mes deux collègues qui vont se présenter en même temps. Je vais proposer à Eric de se présenter et bien évidemment à Bertrand dans un deuxième temps. Bonjour, Eric Chauvet, je suis directeur conseil chez Kantar où je m'occupe depuis une vingtaine d'années des études sur le monde du travail et plus spécifiquement, depuis maintenant 6, 7, 8 ans, je ne me rappelle plus exactement, j'accompagne David et Bertrand sur ce beau projet qui est l'Observatoire du management. Merci Eric. Bertrand, et puis je te demanderai aussi de présenter le contexte de l'Observatoire de façon annuelle, puisqu'on le sort tous les 1 an et demi. Merci David. Bonjour à tous. Donc, je suis Bertrand Sanson, je suis directeur de projet associé chez Oasis et effectivement, je participe à l'aventure Oasis Mobilisation depuis sa création fin 2009. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous propose de prendre connaissance de la structure du questionnaire. Cette année, nous avons à la fois gardé des questions que nous posons depuis bientôt 10 ans, les questions qui ont trait bien sûr à l'engagement des collaborateurs et des managers, des questions sur la situation au travail des équipes et des questions sur le management. Et bien entendu, et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes présents ce matin, nous avons cette année posé plus spécifiquement des questions sur la crise. 1 an plus tard, il y avait beaucoup de choses à explorer et surtout on souhaitait vous offrir un bilan et des perspectives pour la reprise. Cette enquête, elle a été menée du 17 au 30 mars 2021. Vous noterez qu'on l'a démarré 1 an, jour pour jour, après le début du premier confinement. Et encore une fois, un grand merci à Eric de chez Kantar qui a dirigé cette étude pour nous permettre d'avoir des résultats représentatifs sur un échantillon de 1500 salariés. Et je vais laisser Eric le soin de nous présenter la structure de cet échantillon. Merci Bertrand. Alors, premier point important, donc effectivement, c'est une des composantes clés de l'Observatoire du management, c'est qu'on interroge à chaque édition 750 managers, 751 cette année, et 750 collaborateurs. L'idée est vraiment d'avoir des bases solides sur chacune des deux populations, puisque notre objectif est vraiment de pouvoir porter un regard affûté sur les managers et avoir un effet miroir, là aussi, sur une base sensible de collaborateurs. Je vous rassure quand même, quand on va montrer des résultats sur l'ensemble des salariés, évidemment, on a remis les managers à une proportion naturelle. Je pense que vous savez qu'il n'y a pas un manager pour un collaborateur en France, même si dans certaines entreprises, parfois, on va presque se poser la question. Non, donc on les a ramenés en fait à 20% de managers dans l'échantillon. Donc tous les chiffres que vous verrez sur la totalité des salariés seront sur une proportion redressée de managers. En revanche, quand vous voyez des chiffres sur managers, on est sur cette base de 750 managers, donc une base vraiment solide pour pouvoir regarder à la fois les résultats dans l'absolu cette année et les évolutions par rapport à la dernière édition. Pour le reste, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, on est sur un échantillon donc représentatif, comme le disait Bertrand, on a encore une légère majorité d'hommes, on est presque à la parité sur le marché du travail en France, mais on n'y est pas encore tout à fait. 1/3 de public, même si cette année, contrairement à d'autres années, on ne va pas beaucoup, voire pas du tout parler du public, et enfin de la distinction public-privé. Équilibre entre les âges, et puis vous voyez, en termes de taille d'entreprise, on est là aussi représentatif, donc avec une proportion assez importante quand même de grandes entreprises. N'oublions pas qu'on dit souvent que la France est un pays de PME, mais quand on ramène le nombre de salariés,
en fait, il y a quand même pas loin de la moitié, c'est un peu plus de 40%, qui travaillent dans des structures assez grosses, hein, de plus de 500 salariés. Surtout d'ailleurs quand on intègre le public, qui comprend beaucoup de très grosses structures. Très bien. Merci Eric, merci Bertrand. Peut-être quelques précisions à ce stade de notre présentation, c'est que vous êtes à peu près aujourd'hui, au moment où je vous parle, une centaine de personnes connectées. Vous allez pouvoir interagir tout au long de l'heure qui va suivre avec Bertrand, Eric et moi-même. Pour ça, nous vous proposons de poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet de chat que vous avez normalement sur votre droite. Et puis, vous aurez aussi l'occasion, vous allez voir dès maintenant d'ailleurs, de répondre à deux petites questions qu'on aimerait vous poser au tout début de la présentation de notre observatoire. Deux questions très simples. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un petit effet miroir entre ce que diront et ce que disent les managers et leurs équipes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez de vous dans ce contexte très particulier? Donc pour ça, deux questions auxquelles je vous invite à répondre de suite dans l'onglet sondage. Et vous répondez à la question simplement, comment vous sentez-vous personnellement en termes d'engagement dans le projet de votre organisation ou de votre entreprise? Première question. Est-ce que vous vous sentez personnellement très engagé? Et puis, deuxième question, qui sera un moment traité à la fin, vous allez voir sur les perspectives, c'est avez-vous confiance dans la capacité de votre organisation ou de votre entreprise à traverser cette crise et donc vivre ce futur rebond tant attendu? Voilà. Donc, je vous laisse répondre dans l'onglet sondage. À ce stade, nous ne les commenterons pas, mais je pense qu'à différents moments, vous allez voir entre Bertrand, Eric et moi, nous irons voir ce que vous avez émis comme opinion. Peut-être tout de suite, pendant que je vous laisse répondre à la question du sondage, peut-être revenir sur le déroulement qu'on vous propose pour cette heure à venir. Ce qu'on aimerait, c'est à partir du terrain d'enquête dont vous ont parlé Bertrand et Eric, c'est vous donner une restitution synthétique, puisque 45 questions, 1500 répondants, je vous assure qu'on avait un nombre de combinaisons très, très importantes. Donc, nous avons fait un choix éditorial. 5 thèmes à vous proposer pour cette heure à venir. Dans un premier temps, on aimerait revenir sur finalement la situation, comment a-t-elle évolué un an après du point de vue des managers et de leurs équipes. Donc, on aura un temps sur des éléments de repère sur ce que pensent les managers et leurs équipes un an après. Et vous allez voir, on a des surprises. Alors, souvent, les surprises dans l'univers français et culturel, ce sont des mauvaises surprises. Mais moi, je vous assure, on va peut-être avoir de bonnes surprises. Enfin, deuxième point, depuis un an et demi, vous l'avez compris, les nouveaux modes de fonctionnement, et notamment le distanciel et le télétravail, ont eu une importance majeure, bien évidemment, pour une partie des salariés. Donc, on aura un temps où nous avons posé la question sur le télétravail et vous allez voir, le stop and go, c'est peut-être la façon de vous présenter les principaux résultats qui sont à la fois positifs pour certains aspects, vous le verrez, mais qui ont des limites et des facteurs de vigilance. Troisième thématique que nous vous présenterons également dans l'heure qui suit, c'est la thématique rituelle dont parlait Bertrand. C'est depuis 2010, depuis le premier observatoire, nous nous interrogeons sur le niveau d'engagement et de ressenti et de vécu des managers. Donc, on aura un retour, bien évidemment, sur cet indice d'engagement et la façon dont ils se sentent engagés dans le projet de leur organisation. Quatrième partie, bien évidemment, on s'arrêtera sur la pratique du management. On verra à quel point le management est un métier à part entière. Avons-nous toujours du plaisir à manager, compte tenu de la situation depuis un an et demi? Est-ce qu'il y a dans la pratique du management des bonnes pratiques ou des pratiques à améliorer? Vous le verrez. En tout cas, les managers et leurs équipes nous ont répondu à des questions très intéressantes cette année. Et enfin, dernier point, Bertrand en a parlé tout à l'heure, on s'est intéressé aux facteurs de succès de la reprise et du rebond. À quelles conditions ces managers envisagent-ils un avenir plus serein et optimiste? Quelles sont les marges de manœuvre et comment raisonnent-ils en matière de solutions et d'actions? Voilà les 5 thématiques que je vous propose de traiter tout de suite, sans plus attendre. Peut-être rentrons, Bertrand, si tu le veux bien, sur les sujets liés à l'évolution depuis un an. Et je crois que nous avons quelques éléments, 3 sujets à retenir en synthèse sur l'observatoire de cette année. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on va faire ici aussi, c'est on va profiter de cette première diapositive sur les résultats pour vous donner une clé lecture. En fait, vous voyez 3 chiffres apparaître, 79, 71, 68. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres? Ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque question posée, on a fait la somme des gens qui nous ont dit oui, tout à fait, et des gens qui nous ont dit oui, plutôt. Donc, aux 3 questions qui étaient posées, est-ce que vous trouvez que vous avez progressé en efficacité malgré le manque de contact direct? Vous voyez que vous avez 79% de réponses positives. C'est exactement la même grille de lecture pour les chiffres qui suivent et ça sera exactement la même chose pour les autres diapositives.
C'est important de vous donner ça en clé d'entrée. Maintenant, passons aux commentaires. Ce qui est intéressant déjà, c'est que finalement, cette crise, que l'on ait télétravaillé ou pas, que l'on soit manager ou pas, c'est une crise qui nous a permis, malgré tout, de progresser en efficacité, en confiance et en autonomie. Et aussi, un point, ça c'est plus sur la dimension individuelle, et sur la dimension collective, on a aussi pu maintenir les rituels d'équipe et de réunion. Donc, je répète que ces chiffres-là concernent aussi bien les managers que leurs collaborateurs, les gens qui ont télétravaillé ou pas, mais on viendra un peu plus tard sur des résultats détaillés. Si on regarde un petit peu plus loin, maintenant, on a posé des questions, on a demandé en particulier aux salariés. Il y avait une liste de 8 bénéfices de cette crise. Ça peut paraître un peu paradoxal de poser la question comme ça, mais en fait, on a ici fait le choix éditorial de vous restituer les 3 bénéfices que les salariés ont le plus cités. Et on trouve des éléments assez intéressants parce que ces bénéfices portent plus sur les conditions pour faire son travail. Vous voyez qu'en premier lieu, c'est la possibilité de trouver des solutions rapides sans avoir à demander l'avis de tout le monde. Et on voit aussi qu'il y a un score assez élevé sur le fait que finalement, cette période a permis à chacun de rendre les modes de fonctionnement de l'entreprise plus souples et même plus agiles. Dans une période où on a beaucoup parlé d'agilité, mais peut-être de façon un peu théorique, c'est intéressant de se rendre compte que cette fois-ci, l'agilité, on en a fait dans la pratique. Et puis, le dernier bénéfice, c'est celui de la responsabilisation. Chacun s'est senti plus responsable pour atteindre ses objectifs. Ça, c'était la question qui était posée aux collaborateurs. Mais on a posé la même question aux managers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les managers mettent en avant des bénéfices un peu différents que ceux des collaborateurs. En premier lieu, les managers nous parlent du renforcement des liens et de la solidarité dans l'équipe. Ils nous parlent également, comme les collaborateurs, de la responsabilisation. Mais le troisième levier, le troisième bénéfice principal, c'est l'évolution vers un management plus centré sur l'humain. Autrement dit, mais en résumé, on a un bénéfice qui est plus instrumental et opérationnel pour les collaborateurs et un bénéfice beaucoup plus managérial et humain pour les managers. On a enfin sur le bilan de cette crise peut-être retenu un chiffre. On a demandé aux gens si leur situation professionnelle était meilleure un an plus tard. Alors, la réponse, c'est 48%, tout répondant confondu. Et finalement, pour nous, ça fait partie aussi des bonnes surprises. C'est-à-dire que si on avait demandé il y a un an aux gens s'ils avaient parié que leur situation professionnelle s'améliorerait, on s'attendait tous à un résultat négatif. Là, on a quand même 48% de salariés qui estiment que leur situation s'est améliorée. Voilà. Alors après, peut-être on va pouvoir faire le lien avec le télétravail. Est-ce qu'il y a des différences selon que l'on est télétravaillé ou pas? Et là, c'est Eric qui va pouvoir nous parler de ça. Exactement. Alors peut-être, Eric, la question qui était posée dans l'observatoire par rapport aux 45 questions traitées, nous avions une question, on appelle ça d'ancrage, sur le fait que télétravaillez-vous ou pas. Il y a peut-être un premier point sur lequel on aimerait avoir ton retour en tant qu'expert. C'est aussi nous dire de quoi parlons-nous quand on parle de télétravail et quelle a été la proportion de répondants à notre enquête qui se sont dit télétravailleurs. Alors, globalement, on est à 42% des salariés interrogés dans l'étude qui nous ont répondu avoir télétravaillé depuis le début de la crise sanitaire. Alors, c'est une proportion globale, comme je le disais, qui recouvre deux réalités un petit peu différentes. Vous avez en dessous les réponses des managers d'un côté et des collaborateurs de l'autre. C'est-à-dire juste un petit signal aussi sur tu parlais du code de lecture, Bertrand. En fait, les chiffres bleuâtres, c'est plutôt sur l'ensemble. C'est les orangés, c'est managers, et les verts, c'est collaborateurs. Ça aussi, c'est un petit code couleur que vaut mieux avoir un petit peu en tête parce que ça vous permettra une lecture plus rapide des résultats. Donc, comme vous le constatez ici, c'est quand même assez différent. On est à une nette majorité de managers qui nous disent avoir télétravaillé, 57%, donc sensiblement plus de la moitié. En revanche, on n'est qu'à 38% chez les collaborateurs, donc là, une proportion plus faible. Bon, d'un autre côté aussi, on sait que les managers, il y a un taux d'encadrement plutôt plus fort dans les secteurs des services, par exemple, qui ont plus facilement pu être mis en télétravail. Alors, dans l'industrie, ce type de secteur, c'était beaucoup plus difficile pour les collaborateurs de se mettre en télétravail. Ça veut dire aussi qu'il y a eu des managers qui étaient en télétravail pendant que leurs collaborateurs, eux, ne l'étaient pas.
Ça, c'est un premier point sur la proportion, effectivement, de gens qui nous ont déclaré avoir été en télétravail et qui, du coup, derrière, nous permettra aussi de regarder, c'est ce qu'on va faire dans ce chapitre, hein, que nous disent ceux qui étaient en télétravail versus ceux qui n'étaient pas en télétravail, ce qui nous permettra de voir, est-ce que, globalement, quand on est en télétravail, on a le sentiment que, au-delà de ce que Bertrand vient de dire sur le fait que la période a été plutôt bien vécue, voire comme une source de progrès, de bénéfices, de fonctionnement, est-ce que c'est encore meilleur chez les télétravailleurs ou au contraire, est-ce que c'est moins bon chez les télétravailleurs? Je vais monter encore un tout petit peu de suspense. Et à la fin de cette partie, on ira même encore un cran plus loin, puisqu'on a même été jusqu'à distinguer selon que les personnes sont de gros télétravailleurs intensifs ou un peu plus légers. Peut-être, je me permets d'intervenir, Eric, à ce stade. On a pas mal de questions sur l'impact du télétravail et le fait qu'il y a des résultats assez positifs, notamment sur le maintien de certains rituels de fonctionnement. Le fait d'avoir une distinction entre télétravailleurs et non télétravailleurs, ce serait intéressant de répondre aux questions qui nous ont été posées d'ici quelques minutes sur comment le télétravail a-t-il permis finalement de garder les liens. C'est assez étonnant pour certains de nos participants et puis de voir ces évolutions. Enfin, voilà, je me permets d'interrompre à ce stade. On termine sur la partie télétravail et on y répondra d'ici quelques minutes. D'accord. Et peut-être juste un point qu'on voulait aussi, sur lequel on voulait mettre un petit peu l'accent, c'est qu'en revanche, ça s'est fait de façon assez flexible ou peu cadrée, je sais pas, selon l'angle qu'on préfère adopter, puisqu'on voit quand même que près de la moitié des personnes qui ont été en télétravail nous disent il n'y a rien de prévu, ça s'est géré au cas par cas, donc il n'y a pas eu d'accord spécifique, il n'y a pas eu de consigne de la direction de passer, ça s'est vraiment fait un petit peu la main à la main, entre guillemets, entre les différentes personnes. Et ça, c'est une moyenne. Si on regarde les petites entreprises, tout le monde intuitera que c'est encore plus fort le côté au cas par cas. On monte à 80% dans les petites entreprises, les moins de 50 salariés, où c'est fait de façon effectivement assez flexible, dirons-nous. Alors, on va regarder maintenant des bénéfices qu'on a repérés comme étant peut-être les plus majeurs sur la période. On va en voir deux qui sont sur une thématique assez proche. On va parler de liberté et d'agilité. Alors, tout d'abord, sur le thème de la liberté. Là, on a une question qui est: j'ai plus de liberté pour organiser mon travail, mon activité depuis le début de la crise sanitaire, depuis un an, en gros. On a, quoi qu'il arrive, des réponses massivement positives, à la fois chez les managers et chez les collaborateurs, à la fois en télétravail et, au moins côté manager, pas en télétravail. Donc, globalement, il y a clairement le sentiment que cette période a généré beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité, comme si le fait qu'il fallait s'adapter en urgence à une nouvelle situation avait généré un peu un choc, peut-être pas dire simplification, mais de libéralisation, d'autonomie, de flexibilisation, on va le voir encore plus clairement pour la flexibilité sur le slide d'après, dans les entreprises. Alors, excuse-nous, Eric, je me permets d'interrompre. Nous ne t'entendrons plus. Je pense que tu as un petit souci de bande passante. Si tu peux désactiver ta caméra, déjà. Alors, on ne t'entend plus, on t'a perdu. Bah, écoutez, il est là, je crois. Moi, je suis toujours là, hein, mais je ne sais pas. Et là, vous m'entendez? Oui, on t'entend mieux. Voilà. Donc, on te laisse continuer et puis préciser aussi le fait que les résultats sont différents entre les télétravailleurs, bien évidemment, et ceux qui ne sont pas en télétravail. Absolument, j'y venais. Donc, quand on regarde en détail, on voit que sur la question, j'ai plus de liberté pour organiser mon travail, mon activité. On est à 83% des managers qui étaient en télétravail qui nous répondent oui. Là, on est sur une quasi-exhaustivité, hein, l'effet est vraiment majeur. Et on est sur un chiffre également très élevé chez les collaborateurs, 78%. Quand on compare maintenant par rapport à ceux qui n'étaient pas en télétravail, on voit que l'écart n'est pas si fort que ça côté manager. Il y a quand même une forte proportion aussi des managers qui n'étaient pas en télétravail, qui ont le sentiment qu'il y a plus de liberté. C'est ça qui a un effet certainement télétravail. On le voit d'ailleurs, les 12 points d'écart qu'on voit là, c'est un effet purement télétravail. Et peut-être aussi sans doute un effet un peu plus général de la période qui a été propice au fait de développer plus de liberté, d'autonomie dans les entreprises. Ce qui est très clairement ressenti par les managers, ce qui l'est quand même un peu moins par les collaborateurs, puisque vous voyez, chez les collaborateurs qui n'étaient pas en télétravail, on est entre guillemets que à 55% qui nous répondent j'ai plus de liberté. Et là, l'écart, il est de quand même presque, il est de 23 points, donc presque un quart des collaborateurs de différence entre selon qu'on a télétravaillé ou pas. Là, il y a un vrai écart très très fort. C'est vraiment sur ceux qui étaient en télétravail que cet effet liberté a été vraiment sensible. On va retrouver ça, effectivement, sur le slide suivant, en termes plutôt de souplesse, d'agilité. Donc là, la question, c'est les modes de fonctionnement de l'entreprise sont plus souples
d'agile. Et on retrouve d'ailleurs des chiffres qui ressemblent assez à ceux des slides précédents. On est de nouveau une très large majorité, 76% des managers en télétravail qui nous répondent oui, j'ai mon entreprise fonctionne de façon plus souple, plus agile qu'il y a un an. Et c'est 36% avec un écart de 10 points. Vous voyez, on est à peu près sur le même ordre d'écart que sur le slide précédent entre les managers qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas. Côté collaborateurs, la proportion qui dit que l'entreprise fonctionne de façon plus souple est presque la même quand on est en télétravail chez les collaborateurs et chez les managers. Donc là, il y a un vrai consensus, une vraie identité de point de vue manager-collaborateur sur la plus grande agilité des modes de fonctionnement quand on est en télétravail. En revanche, quand on n'y est pas, de nouveau, on est à peine plus de la moitié des collaborateurs qui nous disent c'est plus agile, c'est plus souple. Excuse-moi, Eric, je suis obligé de t'interrompre. Je suis vraiment navré. Moi, je n'entends strictement rien de ce que tu nous dis. Donc, j'aimerais bien, si tu peux voir au niveau de ta bande passante, et je m'excuse pour nos participants, peut-être en parallèle, on peut prendre le relais. Bertrand, si tu veux bien. Oui. Je m'excuse pour ce mauvais son. On va essayer de trouver une solution d'ici quelques minutes. Oui, tout à fait. Je résume. Eric nous précisait qu'il y avait un premier élément qui était l'élément de télétravail lié à de liberté, une équation qui semble faire l'unanimité chez les managers et les collaborateurs, à pondérer bien évidemment par rapport à des managers qui ne sont pas en télétravail et des collaborateurs qui ne le sont pas non plus. Il y avait un deuxième point mis en avant par Eric dans l'étude, qui est le fait que le télétravail semble générer plus de souplesse et d'agilité. Je pense que les chiffres sont assez explicites à l'écran. Et puis, je crois qu'il y avait un troisième élément, si tu peux nous les commenter, c'est que le télétravail a peut-être eu un impact positif à nouveau sur quelque chose de plus individuel. Oui, c'est ça. En fait, on a posé la question à l'ensemble des répondants. Est-ce que ma situation professionnelle est meilleure ? En fait, ce qu'on observe, on peut lire deux choses dans cette diapositive. La première, c'est que la réponse est majoritairement oui, que l'on soit manager ou collaborateur, même si vous noterez que c'est quand même un peu moins vrai du côté des collaborateurs qui n'ont pas eu la possibilité de travailler. Mais effectivement, cette réponse, quand vous l'adressez aux gens qui ont eu la possibilité de travailler, elle devient assez nettement majoritaire. C'est oui pour pratiquement 2/3 des managers qui étaient en télétravail, et c'est oui pour 54% des collaborateurs qui étaient en télétravail. Maintenant, on pourra en conclure rapidement que finalement, le télétravail est bon pour la situation professionnelle, bon pour la santé, bon pour l'engagement et la motivation. On va peut-être regarder aussi quelques limites qui sont liées à cette situation-là dans la diapositive suivante. Alors, le titre, l'abus de télétravail isole, ça recouvre en fait trois points. On a demandé aux gens s'ils estimaient avoir une meilleure visibilité sur leur activité, leur entité, si pour eux la période finalement avait permis de renforcer les liens et la solidarité dans l'équipe, et enfin, s'ils se sentaient davantage soutenus par leur manager. Ce que l'on observe dans les résultats, que vous pouvez également regarder avec moi, c'est que les réponses sont sensiblement différentes selon que les gens ont télétravaillé moins de 3 jours par semaine, 3 jours ou moins, ou bien selon qu'ils ont télétravaillé plus de 3 jours, c'est-à-dire 4 et voire même 5 jours. Il y a eu pas mal de gens qui étaient aussi en télétravail intégral. Donc là, on s'intéresse aux collaborateurs. Et on se rend compte que les collaborateurs qui ont beaucoup télétravaillé, c'est-à-dire 4 ou 5 jours par semaine, ils voient moins bien, ils ont une moins bonne vision sur l'activité de leur entité. C'est le phénomène d'isolement, et donc l'information passe moins régulièrement, de façon moins fluide. Ils se sentent un peu moins proches de leurs collègues, de leurs collaborateurs, des différentes parties prenantes de l'entreprise. Donc, le sentiment de solidarité et de renforcement du lien a baissé. Et enfin, ils se sentent moins soutenus par leur manager. Donc, on pourra en conclure que si le télétravail apporte indéniablement des effets positifs sur l'équilibre de vie, etc., il montre aussi des limites quand celui-ci est pratiqué de façon intensive. Et on va comme ça pouvoir conclure sur le thème du télétravail et en venir maintenant à celui de l'engagement, parce que ça faisait partie, j'allais dire, des grands thèmes rituels. Exactement. Peut-être à ce stade, Bertrand, j'aimerais juste qu'on revienne sur quelques questions qui sont assez nombreuses dans le chat quand même, avant de rentrer dans le sujet de l'engagement. Peut-être bien repréciser que l'enquête ne portait pas sur le télétravail. Notre observatoire est un observatoire sur 45 situations
que vivent les managers et qu'une des questions nous a permis de faire un lien entre le télétravail et l'impact sur les pratiques managériales. Néanmoins, dans les questions qui nous sont posées, j'aimerais bien qu'on y réponde ou qu'on donne une réflexion, toi et moi. C'est comment se fait-il que finalement, on constate que certains y voient des éléments bénéfiques, notamment le maintien de l'efficacité, une sorte de confiance renouvelée et puis des rituels managériaux maintenus. Et certains ne comprennent pas pourquoi, finalement, le télétravail, qui pourtant est distanciel, n'a-t-il pas empêché que les liens se délitent? Ça, c'est la première question. Est-ce que tu as des éléments de réflexion à ce stade sur cette question? Oui, j'ai un premier élément, c'est qu'on s'est bien rendu compte en examinant les chiffres, j'allais dire dans tous les sens, que le télétravail, c'est 2 à 3 jours par semaine. Ça, c'est le bon équilibre. Pourquoi? Parce que ça donne aux gens la possibilité de gagner dans leur qualité de vie personnelle en économisant du temps de transport, du stress, etc. Mais ça leur donne aussi la possibilité de rester en lien direct avec leurs collaborateurs ou avec leurs collègues lorsqu'ils retournent au bureau. Donc, on peut à la fois, dans cet équilibre qui se situe, en tout cas dans les chiffres, à 2 ou 3 jours de travail à distance ou en présence par semaine, retrouver le meilleur des deux mondes. Voilà. À l'inverse, si on est dans l'abus de télétravail, on va trouver des avantages éventuels, mais aussi on trouvera vite des inconvénients, notamment sur le lien d'appartenance. Je me souviens d'une question que quelqu'un m'avait posée, qui m'avait dit « Qu'est-ce qui me relie à mon entreprise si je ne suis plus qu'une vignette sur le coin d'un écran ?» Voilà. Alors, une autre question d'Aurélie et d'autres personnes participantes, que recouvre la question sur l'amélioration de la situation professionnelle. Alors, à ce stade, moi, je précise juste que certaines questions ont été posées uniquement cette année, et je crois que c'est une des questions nouvelles que nous avons posées à nos managers. Mais est-ce que tu peux préciser ce que ça recouvre, cette amélioration? Qu'est-ce qu'on leur a posé comme question de façon très explicite? Sur la situation professionnelle, il y a eu plusieurs thèmes d'exposés, mais on y viendra un peu plus tard. Mais sur la situation au travail, on a demandé notamment aux gens s'ils aimaient leur métier, s'ils se sentaient considérés, reconnus dans leur travail, s'ils avaient l'équipement, la formation nécessaire pour faire leur travail. On leur a demandé aussi si leur charge de travail leur semblait équitable, acceptable, supportable. Et on leur a enfin posé la question sur l'ambiance de travail. Mais ça, ce sont des thèmes qu'on va explorer tout à l'heure. Exactement. On précise à nos participants, nous vous adresserons l'ensemble du livret de l'Observatoire que nous avons terminé ce matin. Comme les boulangers, c'est sorti du four. Donc, vous aurez un livret d'une 60aine de pages contenant toutes les questions posées, bien évidemment. On continue, il nous reste peu de temps, il nous reste une demi-heure pour parler du sujet phare de cet observatoire, et notamment l'engagement. Je crois que Eric nous a rejoint à nouveau. Oui. Et vous m'entendez ou pas là? Oui, c'est bon. Bah écoute, je croise les doigts alors. Désolé pour la technique. Voilà, donc tu ne fais pas partie des répondants qui estimaient que leur outil informatique s'est amélioré depuis 1 an et demi. On peut dire ça. Ouais, on peut le dire. Ok, allez, on enchaîne. Voilà, continuons nos échanges. 3e partie sur 5. L'engagement, alors on a choisi comme finalement titre éditorial de cette partie, la crise, ça mobilise. Peut-être qu'à ce stade, j'aimerais bien que tu nous fasses un arrêt sur image sur un chiffre quand même très important pour nous, et puis le mettre en miroir de la question sondage que nous avons posée aux participants. Oui, parce que développer l'engagement, c'est la raison d'être d'Oasis Mobilisation. Et c'est la première question qu'on avait mis dans le premier observatoire du management il y a 10 ans. Et donc, tous les ans et demi, tous les 2 ans, on pose cette question et on scrute la réponse avec impatience. Alors, on était d'autant plus impatients cette année qu'on venait de traverser une période particulière. C'est pas la peine de développer, on a tous été logés à la même enseigne. Et quand on a vu le résultat, c'est-à-dire la réponse à la question « Je me sens personnellement très engagé dans le projet de mon entreprise », ensemble des répondants, 74%, c'est plus 7 points par rapport à l'édition de 2019. Je ne vous cache pas qu'on est un peu tombé de notre chaise en se disant mais nous, on s'attendait à ce que dans le meilleur des cas, on ait un léger fléchissement de l'engagement, en tout cas pas une progression de 7 points. Ça, c'est un résultat qui nous a surpris. Alors, vous êtes en train de vous demander comment ça se fait. Alors, vous savez, on va rester humble, on n'a pas toutes les réponses mécaniques, statistiques aux questions qu'on se pose. Et ceci étant, quand on regarde dans la diapositive suivante, on commence à comprendre un peu mieux comment se compose cet engagement.
Premièrement, du côté des managers, leur engagement est de 85%. C'est beaucoup, c'est très élevé. Ça baisse de 2 points par rapport à il y a 2 ans, mais ce n'est pas une baisse significative. Et Eric me corrigera si je me trompe, mais c'est sûrement pas une baisse très, très importante. On peut imaginer, puisque c'est un chiffre qu'on a à peu près tous les ans, qu'on est arrivé un peu au plafond de verre de l'engagement des managers, quoique on a un score un peu plus élevé, notamment sur les managers qui ont télétravaillé. Les managers qui ont télétravaillé entre 3 et 4 jours, leur engagement est de 89%. Donc, vous voyez que si vous mettez du management avec un peu de télétravail, ben vous avez un niveau d'engagement qui est maximal. Du côté des collaborateurs, c'est là où vraiment on a été surpris, mais dans le bon sens du terme. On a une progression de l'engagement de 11 points depuis 2019. Et ça, ce sera intéressant qu'on y revienne un petit peu plus tard. Voilà. Alors, c'est à mettre en perspective de nos participants qui, il me semble, dans le sondage, ont répondu entre les tout à fait et les plutôt très engagés dans leur projet d'entreprise ou d'organisation sont à 89%. Donc voilà, on les commentera à la fin peut-être, on fera une synthèse. Ouais. On continue sur peut-être le sujet de l'engagement, peut-être préciser qu'on s'est intéressé aussi aux facteurs d'engagement. Finalement, qu'est-ce qui nous engage au-delà de notre propre entreprise? Et je crois qu'il y a 2 éléments, le capital client d'une part, et puis peut-être le capital entreprise, on va dire ça comme ça. Capital d'entreprise d'appartenance, oui. Alors peut-être commencer, vous m'entendez bien déjà? Oui. Parfait, Eric. Alors, je croise les doigts pour que ça continue. Donc oui, sur le côté client. Donc là, on leur demande, dans mon entreprise, organisation, tout le monde se mobilise pour satisfaire les clients. Les résultats sont très élevés. On a 87% chez les managers, 81% chez les collaborateurs. L'écart n'est pas très élevé. Il n'est pas très élevé aussi parce qu'il s'est fortement resserré suite à la crise. Vous voyez, on est de nouveau sur une stabilité chez les managers. Là, moins 1 point, c'est vraiment clair. On peut parler de stabilité. On est à un niveau qui est déjà extrêmement élevé dans l'absolu. En revanche, ce qui est vraiment frappant, c'est la progression et la force de la progression chez les collaborateurs. 8 points de plus. On parle de millions de personnes qui ont changé de point de vue, là, en l'occurrence, quand on voit un plus 8 points sur les collaborateurs. Donc, c'est vraiment passé quelque chose. C'est à mettre en lien, je pense, avec tout ce qu'on a fait aussi. Je ne sais pas si certains parmi vous étaient au webinaire d'hier sur le podium de la relation client, justement, qui était concentré sur l'orientation client diffusée dans l'entreprise, comment mobiliser les collaborateurs. Cette crise, ça a été une formidable opportunité pour toutes les entreprises de revisiter leur relation avec les clients, la façon de mobiliser les collaborateurs vis-à-vis des clients, parce que pour beaucoup d'entre elles, tout changeait avec les confinements, il fallait revisiter tous les process de relation. Et visiblement, ça s'est plutôt bien passé, voire franchement bien passé, et on en voit le résultat ici avec ce plus 8 points qui, encore une fois, est une progression énorme et qui signifie un vrai bouleversement dans la centricité client en France. Exactement. C'est à mettre en écho et en miroir, Eric, de partenaires avec qui on aime travailler, donc qui est l'Académie du service, qui travaille sur les sujets de la symétrie des attentions entre le capital humain et l'impact sur la satisfaction des clientèles. En tout cas, ça montre l'intérêt de mobiliser et d'engager autour d'une démarche clientèle aussi. Absolument. Et surtout que ça a marché. Exactement. On ne voit pas toujours aussi effectivement le bénéfice concret avec une vraie mesure de l'efficacité des démarches. Si on passe maintenant à la fierté d'appartenance, donc la question, c'est une question qui est assez forte, qu'on avait créée il y a pas mal d'années avec Bertrand. Effectivement, je défends mon entreprise bec et ongle lorsqu'on la critique. Donc on leur demande un peu de s'engager là, c'est pas une question molle. On est depuis assez longtemps sur des scores extrêmement élevés côté manager. Là encore, on est à plus de 80%. Là aussi, une légère érosion par rapport à 2019. On est toujours de l'ordre de l'érosion sur un chiffre extrêmement élevé. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est là encore de regarder ce qui se passe côté collaborateurs. 64% nous répondent oui maintenant. Et surtout, c'est 8 points de plus qu'en 2019. Donc là encore, en termes de... Je préfère parler de fierté d'appartenance. Après, on peut discuter de la façon de résumer cette thématique-là. Une vraie... progression de l'envie des collaborateurs de vraiment d'adhérer au projet de leur entreprise, et de la défendre, d'en être véritablement partie prenante au point de répondre positivement à cette question-là. Et ça aussi, très probablement, tout ce qui s'est fait pour maintenir l'engagement pendant notamment les confinements et toute la crise sanitaire,
Et le fait aussi que beaucoup d'entreprises aient été assez exemplaires quand même dans la façon de gérer leurs collaborateurs, dans l'importance qu'elles vont apporter à la sécurité sanitaire, à leur sécurité, où certaines ont été assez loin pour expliquer votre sécurité prime sur nos bénéfices. Ça, quand même aussi, je pense que ça a pu développer une vraie fierté. Maintenant, la question évidemment, c'est quid demain? C'est-à-dire, est-ce que sur ces excellents résultats, ces points gagnés pendant cette période, on saura capitaliser et maintenir à l'avenir? Donc, ce que je comprends, Eric, ce qu'on avait dit en analysant l'étude, c'est que finalement, la crise a peut-être permis à certaines organisations de crédibiliser des valeurs en action, de remettre en question certaines pratiques inadaptées. Et puis, cette agilité dont on parlait tout à l'heure a montré qu'on pouvait réengager les équipes. En tout cas, c'est un facteur dont on parlera tout à l'heure sur le rebond, puisque en t'écoutant, c'est quand même un ingrédient indispensable pour rebondir et continuer pour l'avenir de toute façon, sur ces nouvelles pratiques, responsabilisation, bienveillance, communication. Voilà. Merci Eric. On a été au bout de cette troisième partie. On a quelques questions à ce stade peut-être. Je me permets de vous interrompre Eric et Bertrand. On a eu des questions sur finalement, je ne pensais pas que la satisfaction était une composante de l'engagement. Peut-être préciser pourquoi on a posé la question, tu l'as dit Bertrand. On s'est intéressé à ce sujet de la symétrie des attentions. Pour répondre à Sandrine, je ne sais pas si tu as un point à ajouter. Oui, juste un petit commentaire. En tout cas, nous, on n'est pas en train ne dit pas que, comment dire, l'engagement client est une composante de l'engagement. On dit que c'est un indicateur de l'engagement. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que les gens sont engagés dans le projet de leur entreprise? On y reviendra un petit peu plus tard, mais à ce stade, effectivement, c'est de se dire, est-ce que je défends mon entreprise quand je la critique? Est-ce que je me sens vraiment engagé pour la satisfaction des clients? Ça fait partie des éléments qui indiquent l'engagement, mais qui ne l'expliquent pas. Voilà. Alors, deuxième question, Christelle exprimait le fait que ça pouvait être compliqué pour nos répondants managers notamment d'exprimer leur non-engagement et que c'est peut-être un biais social, ce qu'on appelle en psychométrie un biais social. Peut-être Eric et Bertrand, on peut y répondre. De notre point de vue, je vous le répète, on a un échantillon représentatif avec un redressement à 20% pour les managers. Les managers qui s'expriment dans notre questionnaire, Eric, ils s'expriment de façon anonyme et complète. Et pour le coup, on évite le biais peut-être. Oui, complètement. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de risque. Et puis, quand on dit que c'est difficile de répondre qu'on ne l'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait la moitié des collaborateurs qui nous répondaient qu'ils ne l'étaient pas. Donc, exactement. Ouais. Voilà. Et puis, à relativiser par rapport à nos habitudes sur le terrain, Bertrand, c'est que quand on pose cette même question auprès des managers en entreprise, je confirme, Christelle, il y a un effet de biais social et quasiment là, c'est quasiment l'unanimité qui considère qu'ils sont engagés parce qu'ils n'osent pas s'exprimer dans un contexte d'entreprise. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'à ce stade, non, je voulais juste dire que les résultats ont été recueillis. Martin nous pose cette question. Donc, ils ont été recueillis. Deuxième quinzaine de mars. Voilà, deuxième quinzaine de mars. Et puis, Nicolas nous dit qu'il a hâte de voir le prochain observatoire de 2022. Pas de problème. On fera un pari sur le retour de bâton. C'est ce que nous dit Nicolas. On continue. Quatrième séquence, il nous reste peu de temps. Ouais. Le management, de façon générale. Les questions qu'on aura posées sont des questions finalement habituelles. C'est globalement, en tant que manager, est-ce que vous pensez que le management a progressé dans votre entreprise? Est-ce que vous percevez, est-ce que vous estimez être un bon manager? À l'inverse, on a demandé aux collaborateurs de nous dire si leurs managers sont de bons managers. Je vais laisser à la fois Bertrand, mais surtout Eric, nous apporter les réponses rapidement, s'il te plaît. Je vais essayer. Donc, alors, le premier indicateur, c'est, alors, pour le coup, lui, il est nouveau. C'est globalement, le management dans mon entreprise progresse. Et là encore, comme depuis le début, on est sur une nette majorité d'opinions. Les choses progressent. Cette période a permis de progresser en termes de management au global. Le deuxième indicateur, c'est celui que tu évoquais à l'instant, David, effectivement, c'est la fameuse question ou miroir, où on demande au manager: est-ce que vous pensez que vous êtes un bon manager? Et aux collaborateurs, est-ce que vous pensez que votre manager est un bon manager? Comme vous, on peut s'en douter, bon, là aussi, on a quand même un biais, effectivement, d'autosatisfaction qu'on a classiquement dans toutes les enquêtes, y compris les enquêtes internes. Les managers sont toujours assez nombreux. Et puis, généralement, les gens, quand on leur demande est-ce que vous faites bien votre métier, la plupart du temps, ils répondent oui.
Donc évidemment, on est à 87%, donc un chiffre assez élevé chez les managers qui nous répondent « je pense que je suis un bon manager ». Il y a un écart important, on le voit, 20 points avec les collaborateurs. On a depuis le départ de l'enquête, il va remettre un écart important entre les deux populations. Ce qui est peut-être plus intéressant de noter là, c'est à quel point elles se rapprochent. C'est-à-dire que là, j'ai dit il y a 20 points d'écart, mais il y a 2 ans, il y avait 30 points d'écart. Ouais. Donc il y a vraiment un très net resserrement qui est dû aux deux phénomènes. C'est-à-dire que les managers, est-ce qu'ils ont été un peu fragilisés par leur situation de télétravail? Pour beaucoup d'entre eux, on a vu, la majorité en télétravail, peut-être que ça les a un peu conduits à relativiser. Peut-être aussi qu'ils ont vu que leurs collaborateurs, quand ils les avaient pas sous les yeux, finalement, ils se débrouillaient pas si mal que ça. Ça peut jouer aussi. Et puis, de l'autre côté, les collaborateurs qui, eux, en revanche, trouvent que globalement, ils ont un point de vue plutôt plus positif sur leur manager. Et là aussi, peut-être qu'effectivement, le télétravail, parce qu'on voit d'ailleurs que ceux qui ont télétravaillé sont des chiffres un petit peu plus élevés, a aidé à apporter un regard plus mesuré, plus conciliant ou plus compréhensif sur leur manager. D'accord. En tout cas, c'est clair. Alors, il y a un autre point qui nous intéresse, c'est finalement, est-ce que manager est quelque chose de plaisant, à la fois pour les managers, et puis surtout, une question fondamentale pour les recruteurs, est-ce que c'est un métier d'avenir du point de vue des collaborateurs? Dis-nous tout. La réponse est non. Non, effectivement, on peut dire vraiment que le plaisir de manager reste peu contagieux. On le voit ici très clairement. À gauche, donc, on a l'opinion des managers. Je prends plaisir à manager. Et à droite, l'opinion des collaborateurs. J'aimerais être un manager. Alors, côté manager, globalement, ça va. Il y a encore une écrasante majorité de managers qui disent prendre plaisir, même si ça a un peu baissé par rapport à 2019. Mais en revanche, on est toujours face à une situation où les 2/3 des collaborateurs disent non, sans façon, j'ai pas envie. Alors, ça progresse un tout petit peu, plus 4 points, ça c'est peut-être la dimension positive, mais globalement quand même, on peut dire que une très large majorité, les 2/3 des collaborateurs, aujourd'hui, ça ne leur fait pas envie de devenir manager. Alors, il y a une question très intéressante de Muriel, c'est est-ce qu'on a posé la question aux collaborateurs, est-ce qu'ils estiment être de bons collaborateurs? Non, mais on peut peut-être le noter pour la prochaine fois. Alors, effectivement, on fera l'analyse de tous les entretiens d'appréciation mondiaux pour faire une analyse et un crunchage de big data. Peut-être 2 questions à ce stade. Je me permets, avant de faire un arrêt sur image sur un sujet d'actualité, on parle beaucoup de risques psychosociaux et de stress. Mais avant d'avancer, Bertrand, si tu me permets, j'ai pas mal de questions quand même. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un écart selon le télétravail ou pas sur le résultat? Est-ce qu'un collaborateur ne préfère-t-il pas son manager quand il est en distanciel? On a l'impression. Notre observatoire fait écho à cette question. On peut avancer justement parce qu'il y a une question qu'on posait chaque année. C'était une question qui était liée au fait, est-ce que l'exercice du management est quelque chose de stressant? Je parle bien de l'exercice et des pratiques managériales. Et puis, en miroir, est-ce que les collaborateurs ont le sentiment que leurs managers sont dans une forme de stress, en tout cas? Si on prend la réponse à la question littérale, oui, le métier de manager est stressant. On a presque 70% de managers qui se disent stressés par leur métier. Ceci étant, effectivement, c'est un score qui baisse de 10 points par rapport à 2019, alors même que nous, moi le premier, je m'attendais à ce que le niveau de stress des managers, qui était à 77% depuis le début de la création de l'Observatoire, je pensais qu'il allait augmenter. Mais non, il a baissé. Alors, déjà, je voudrais peut-être réfuter d'avance une idée qu'on pourrait se faire, c'est peut-être lié au télétravail. Non, ce n'est pas lié au télétravail, puisque le niveau de stress le plus bas se retrouve chez les managers qui n'ont pas télétravaillé. Alors, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais ce n'est pas le télétravail qui explique la baisse du stress. D'un autre côté, les managers, les collaborateurs nous disent majoritairement, non, mon manager, il n'est pas stressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un manager stressé, mais il cache bien son jeu, il dissimule un peu ses inquiétudes. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Premièrement, que bien évidemment, la crise a été pour tous les salariés, tous les gens qui travaillent en France et dans le monde, un facteur de stress, évidemment, d'inquiétude, d'anxiété. Mais là, on demande aux managers s'ils sont stressés par leur métier, leur situation au travail. Là, ils nous répondent oui, mais moins fortement que les éditions précédentes. À notre avis, c'est lié notamment au fait qu'il y a eu plus de responsabilités, plus de prises d'initiative, plus de débrouillardise, j'allais dire, dans les organisations. Ça a permis probablement à pas mal de managers de se décharger d'un certain nombre de questions qu'ils traitent habituellement au quotidien.
Voilà sur le sujet du stress. Alors, Si on peut peut-être effectivement avancer. Il nous reste vraiment très peu de temps, hein, quelque part. Je nous mets tous les trois la pression. On pose aussi annuellement cette question sur le sens. Et puis, je crois que cette année, on a également des résultats assez importants. Oui, parce que mais là, vous n'êtes sûrement pas surpris en découvrant ces chiffres. On a beaucoup de managers qui estiment faire bien leur boulot de donneur de sens. C'est-à-dire 89% pensent qu'ils donnent le sens pour remobiliser l'équipe. Quand on pose la question en miroir aux collaborateurs, c'est quand même un peu moins vrai, ça reste majoritaire, mais mon manager donne du sens pour mobiliser, c'est 61%. Alors, c'est intéressant de prendre en compte un paramètre. Est-ce que les collaborateurs qui répondent à cette question se disent par ailleurs très motivés, très mobilisés dans le projet de l'entreprise ou pas? Très engagés dans le projet de l'entreprise, 80% d'entre eux estiment que leur manager fait bien leur boulot de donneur de sens. Quand les collaborateurs ne sont pas engagés dans le projet de leur entreprise, 31% seulement estiment que leur manager donne du sens. Le sens, ça fait partie des 3 ingrédients qui, à notre avis, ce sont les 3 ingrédients qui sont les composantes clés de l'engagement au travail. Le sens, le soutien du manager dans l'action quotidienne et la capacité à reconnaître et à valoriser le travail de chacun. Alors, oui, excuse-moi, si on avance, on a posé une question inédite cette année, puisque nous étions sollicités, hein, je vous le dis, par rapport à des sujets de référentiel, de charte de management. Donc, on s'est dit, mais posons la question à nos interlocuteurs, que ce soit effectivement, notamment les managers. Je te laisse la commenter en quelques secondes. D'accord, je vais faire très court. Effectivement, nous on travaille aux côtés des entreprises pour les accompagner dans la définition de des rôles, des responsabilités des managers. Et puis du coup, on s'est dit, mais finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, la réponse, elle apparaît quand même à l'écran. Déjà, il y a 31% de managers qui disent non, on n'a pas de cadre formel pour exercer le métier de manager. Un quart des répondants nous disent oui, il y a un cadre, mais ça ne sert à rien. Et on a en gros un tiers des managers qui nous disent oui, et c'est utile. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Alors, la tentation, ce serait de dire, on arrête tout ça, ça ne sert à rien. Il y a une majorité de gens, soit ils n'en ont pas, soit ils trouvent que ce n'est pas utile. Nous, on pense que c'est important d'annoncer à travers ces modèles la culture voulue de l'organisation en matière de management, mais c'est plus important d'y consacrer du temps pour que ça soit réellement mis en place, plutôt que de passer trop de temps à le formaliser. Voilà. Et puis, on avait terminé, je crois, David, sur une dernière question. Oui, alors il y a une question habituelle, c'est ce qu'on parle de management, on parle de pratique, mais on parle de compétences, bien évidemment. Et pour ça, on leur a posé à la fois pour les managers, mais aussi pour les collaborateurs, quelles sont sur un certain nombre de compétences clés, sorte de ranking, hein, de comparatif des compétences attendues, à la fois pour aujourd'hui, mais pour demain. Donc, je te laisse nous donner peut-être le podium quelque part des grandes compétences mises en avant. On avait demandé à la fois aux collaborateurs et aux managers de classer dans une liste de 10 les 3 compétences qui leur semblaient les plus importantes. Alors, bonne nouvelle, collaborateurs et managers retiennent les 3 mêmes. Et mieux encore, ils les mettent dans le même ordre. L'ordre, c'est simple. En premier, les compétences relationnelles. En deuxième, les compétences techniques, c'est-à-dire la capacité à maîtriser son métier, ce qui nous rappelle quand même à quelque chose de fondamental, c'est qu'un bon manager n'est pas seulement un bon communicant, c'est aussi quelqu'un qui est référent sur son métier. Et enfin, les compétences cognitives qui atteignent le podium cette année. Ça nous paraît particulièrement intéressant, c'est que c'est toute cette agilité intellectuelle pour résoudre un problème, faire face à une situation inconnue, faire une synthèse, prendre de la hauteur sur une situation. Voilà les 3 compétences clés. Dernière chose, on leur a demandé aussi les compétences digitales. Et on pensait qu'en cette période de télétravail et de contrat, elle était importante. Et bien, figurez-vous qu'elle arrive au 10e et dernier rang des compétences attendues. Exactement. Alors, on arrive à la 5e et dernière partie de notre restitution synthétique. Hein. Encore une fois, vous aurez la totalité du livret. On s'est arrêté pour cette partie un peu conclusive sur les perspectives d'avenir. C'est imaginons le futur pour commencer à agir maintenant. Et pour ça, le titre qu'on a choisi, c'est finalement la reprise, mais à quelles bonnes conditions? Et vous allez voir que de ce point de vue-là, les personnes qui ont répondu à notre observatoire, donc managers et collaborateurs, nous ont fait part de facteurs de vigilance et de facteurs de succès.
Je laisse peut-être Bertrand nous donner un premier cadre de réponse, c'est qu'on leur a demandé finalement, de façon générale, au-delà du métier managérial, est-ce qu'ils aiment leur métier? Est-ce que c'est un socle solide pour la reprise? Est-ce que ce sont des fondamentaux solides pour envisager une reprise? Je te laisse nous présenter la réponse. Oui, absolument. Et ça sera très court puisque la réponse apparaît. C'est oui, hein, c'est 85% des répondants. Et c'est encore plus marqué du côté des managers, 90% d'entre eux, et du côté des collaborateurs, c'est 84% de gens qui aiment leur métier. C'est d'autant plus intéressant que quand là aussi, on regarde du côté des collaborateurs très engagés ou très désengagés dans le projet de l'entreprise, il y a une différence, mais elle n'est pas si importante que ça. C'est-à-dire que même un collaborateur désengagé aime majoritairement son métier. C'est une bonne nouvelle parce que c'est une base solide sur laquelle s'appuyer pour… ça a d'abord été une base solide pour traverser cette période, mais c'est une base solide aussi pour rebondir en sortie. Ouais. Et ça milite d'autant plus, je me permets ce petit arrêt sur image, pour être dans une démarche d'accompagnement du changement qui soit une démarche orientée métier. Et on en parle souvent dans nos interventions. Être dans du participatif, c'est important, mais mettre le métier au cœur des transformations et pas uniquement les processus et les cadres de travail. Si on continue, on voit que le socle du métier est là, mais quels sont les fondamentaux par ailleurs dont on dispose pour la reprise? Oui, alors tout à l'heure, il y avait une question qui nous était posée sur qu'est-ce que vous mettez dans la situation au travail. Ben voilà, les 3 points clés. Alors, il y en a d'autres, mais on a fait un choix de vous présenter, d'aller à l'essentiel. 3 composantes clés. Le fait de disposer des moyens nécessaires pour faire son travail, d'avoir une charge de travail qui est jugée par chacun acceptable. C'est subjectif, mais c'est important que ce soit les gens qui donnent leur avis. Et le 3e point, c'est la qualité de l'ambiance de travail au sein de l'équipe. Ce que vous pouvez observer, c'est 2 choses très simples. C'est que d'abord, les résultats sont très, très nettement très positifs. On est toujours entre 75 et 80% de réponses positives. Et deuxièmement, il y a très peu d'écart entre le point de vue des collaborateurs et le point de vue des managers. Vous noterez qu'il y a entre 2, 3, voire 8 points d'écart. Mais c'est ça, un point important, c'est que pour reprendre la question de départ de ce thème, quelles sont les conditions réunies pour rebondir après la crise? On a le fait que les gens aiment leur métier, ont les moyens pour le faire, une charge de travail acceptable et une ambiance de travail qui est excellente. Est-ce que c'est suffisant? Là, on va l'apprendre dans les dernières diapositives. Exactement. Juste une question, si on peut revenir sur la diapo précédente, merci. Merci. Peut-être une question qui nous est posée, c'est par rapport, entre guillemets, à la réponse. La majorité aime leur métier. Je précise que ce chiffre-là, cette question a été posée pour la première fois cette année. On est d'accord. Ouais. Donc, on n'aura pas de comparatif, malheureusement, par rapport à 2019. Absolument. Et puis, peut-être dire que face à ces fondamentaux, on n'est pas dans un monde d'optimisme béat. On est aussi dans un monde réaliste. Et à l'inverse, dans les questions que nous avons posées, on a identifié quand même des points de vigilance. Et là, c'est effectivement la diapo suivante et je te laisse la commenter, notamment Eric. Alors, oui, effectivement, ce sur quoi on a voulu mettre l'accent, c'est les points sur lesquels il y a un vrai hiatus entre manager et collaborateur. Bertrand disait que sur le slide d'avant, globalement, il y avait aussi un très grand accord, une vision globalement partagée entre manager et collaborateur. Là, on met l'accent, on les qualifie de point de vigilance, parce que là, en revanche, on n'est pas sur du 7, 5, 6 points d'écart, on est sur du 20, voire du 30 points d'écart. Le dernier, tout en bas, dans les situations de crise, nous cherchons à trouver des marges de manœuvre et d'action, on a 31 points d'écart entre la vision des managers et des collaborateurs. On est sur 2 mondes différents. Donc, pour ça qu'on met l'accent, donc les 3 thématiques qu'on a ici, je peux compter sur mon équipe, mon manager dans les moments difficiles, donc la solidarité, le fait qu'il y a un vrai couple manager-collaborateur qui fonctionne bien. Je m'intéresse davantage aux points forts de mes collaborateurs ou des managers qu'à leurs points faibles, 86 contre 61, là, 25 points d'écart. Et enfin, donc, dans la situation de crise, on cherche à trouver des marges de manœuvre. Donc, on voit que sur ces thématiques-là, qui sont vraiment dans le lien entre manager et collaborateur, il y a une quasi-conviction absolue des managers que tout va bien, Madame la Marquise, et des collaborateurs qu'en revanche, non, là, ça ne fonctionne pas si bien que ça. C'est sans doute des points sur lesquels travailler. Et je dirais, on va dire, oui, mais il y a toujours des écarts. Non, la preuve, sur le slide d'avant, on a vu qu'ils étaient tous d'accord. On peut tout à fait arriver à une vision commune. Alors, mais pour ça, il faut qu'il y ait vraiment un terreau qui justifie une vision commune. Et semble-t-il, là, on n'y est pas encore tout à fait. Donc, finalement, développer un management optimiste avec des actions pour créer les conditions, c'est un point intéressant pour la reprise. Petit clin d'œil à mon ami Yves de Montbron, je ne sais pas s'il est avec nous, mais en tout cas, on voit qu'il appartiendra aux entreprises de développer et de transmettre cette énergie, et de la démontrer par l'exemple en tout cas.
Écoutez, Bertrand, Eric, on a quasiment terminé. Il reste quand même juste un point important, c'est qu'on vous a posé dans le sondage pour les participants la question suivante, c'est finalement, est-ce que vous avez confiance par rapport à l'avenir et notamment, avez-vous confiance dans vos entreprises pour traverser cette crise? Nous avons également posé une autre question plus personnelle en complément de celle-ci, c'est que nous avons demandé à nos répondants, en tant que salariés, qu'ils soient managers ou collaborateurs, s'ils avaient confiance dans leur propre avenir, notamment professionnel. Je vous laisse découvrir cette réponse, puisque finalement, c'est une première bonne nouvelle pour terminer cet observatoire, c'est que les managers et les collaborateurs ont pour 71% confiance dans leur propre avenir. Donc, on voit que finalement, l'individu dans ce rebond a tous les atouts pour réussir la suite. Ce qui veut dire que quand on leur pose la question finalement, au-delà de eux-mêmes, ont-ils quand même confiance dans la capacité de leur entreprise à traverser cette crise? Alors, ils sont moins nombreux que les participants ici présents à répondre positivement à la question, puisque je vous rappelle que vous êtes dans le petit sondage, dans le chat, vous êtes 93% à être tout à fait ou plutôt… Ah non, pardon, vous êtes, si c'est ça, 93% à être confiant dans la capacité de votre entreprise à traverser cette crise. Eh bien, de façon générale, dans notre observatoire, nous avons 82% qui expriment, en tout cas, leur confiance dans la capacité de leurs organisations à rebondir et traverser la crise. Donc voilà, quelque part, un dernier chiffre qu'on voulait vous partager. Et puis, peut-être en conclusion, avant de passer quelques secondes à répondre à des questions. En résumé, ce qu'on voulait vous partager, c'était 2 planches qu'on a préparées avec Bertrand, Eric et Mathilde de Saint-Ignon qui est en back-office avec nous. Première chose qu'il faut retenir, c'est finalement un engagement plus fort des collaborateurs, dont l'écart d'ailleurs se réduit avec les managers. Donc 74% des répondants, salariés managers, se disent très engagés dans le projet de leur entreprise. Il y a un autre point important peut-être à partager, qu'on retient, c'est que le management, il a progressé en autonomie et en liberté d'initiative. Il faut dire que le cadre était contraignant, donc a créé les conditions finalement de ce plus d'autonomie. Donc 70% des collaborateurs, de ce point de vue-là, estiment effectivement que leurs managers leur ont fait plus confiance et leur ont laissé plus d'autonomie. La situation de travail, elle s'est améliorée, on en a parlé tout à l'heure, puisque quasiment presque un répondant sur 2 considère que sa situation professionnelle s'est améliorée. Et puis, un effet bénéfique, c'est qu'on constate une embellie finalement de cette relation managériale, malgré tout. Si on regarde le verre à moitié plein, 55% de nos répondants trouvent que le management a finalement progressé, compte tenu de la situation sans doute. Et puis, dernière chose, je pense, on a 3 chiffres à vous partager. La confiance, et là, clin d'œil à nouveau à nos amis de la Ligue des Optimistes, le socle est là. La confiance est affirmée à plusieurs niveaux, mais 83% des salariés disent avoir confiance dans la capacité de leurs organisations à rebondir. Donc, c'est un indicateur clé. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, Bertrand, je te laisse commenter les 3 derniers chiffres si tu veux bien. Oui, le moindre stress des managers, même si faut peut-être rester quand même sur l'idée que 7 managers sur 10 se sentent stressés par leur métier de manager. Ce n'est pas la situation, c'est bien le métier. Et enfin, c'est les bénéfices du télétravail, c'est un peu plus de liberté, un peu plus d'agilité. Et pour ceux qui ont télétravaillé 2 à 3 jours, une réelle amélioration de leur situation au travail. Pour autant, le télétravail n'est pas la panacée, ça n'explique pas tout et tout le monde n'a pas télétravaillé. Je pense qu'il faut qu'on garde aussi en tête que à peu près 60% des salariés, si on se tient à ce sondage, 60% des salariés ont travaillé comme d'habitude pendant la crise. Oui, puis c'est la règle de 3, puisqu'on a dit tout à l'heure 3 bénéfices, tu en as parlé, 3 limites à ne pas dépasser, on en a parlé aussi, puis 3 jours, ça reste quelque part, évidemment, dans notre observatoire, la frontière au-delà de laquelle il faut avoir une bonne réflexion dans ces entreprises. Voilà, nous arrivons au terme de notre présentation. Je m'en excuse à la fois parfois descendante, avec quelques petits soucis techniques. J'espère que vous avez pu y découvrir quelques éléments clés. Nous restons bien évidemment à votre disposition. Nous allons vous adresser dans la journée, en exclusivité, comme je vous l'ai dit, le livret complet de notre observatoire. On est à votre disposition pour répondre à vos questions, peut-être par mail. N'hésitez pas à nous adresser vos questions et nous y répondrons avec grand plaisir. Mathilde de Saint-Ignon, Bertrand, Eric et moi-même par mail, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne journée. En cette journée particulière du 9 juin, profitez jusqu'à 23h
puisqu'on pourra sortir plus tard. Merci à toutes et à tous. Et merci Bertrand, merci Eric, merci à Mathilde, merci aux collègues. J'ai rien oublié, hein? Tout va bien. Tout va bien? Bon, super. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.